Bonjour, donc je m'appelle Pierre-Jean Luizard, je suis directeur de recherche au CNRS, au groupe Société, Religion, Laïcité, et je continue à travailler essentiellement sur les islams dans les pays arabes du Moyen-Orient, avec un focus sur l'histoire de l'islam chiite, notamment en Irak, mais également l'histoire du réformisme musulman et des rapports entre les confréries soufis et les systèmes politiques en place, notamment en Égypte où j'ai vécu plusieurs années. Alors effectivement, il y a eu des dissensions entre les musulmans à la mort du prophète sur une question qui pouvait sembler relever d'histoires de clans, de tribus ou de familles, mais qui vont se révéler au fil du temps comme étant fondatrices de conceptions différentes du pouvoir en islam, à savoir, comme vous le savez, le prophète a été non seulement un prophète, mais un chef d'État et un chef de guerre, et il fallait donc définir les qualités de celui qui lui succéderait, et c'est là que les musulmans se sont affrontés entre eux pour générer ce que les grands savants en religion appelleront plus tard la première fitna, c'est-à-dire la première grande discorde opposant des musulmans sur la question de savoir qui devait succéder au prophète pour diriger une jeune communauté musulmane qui était très divisée. Alors, la première bataille qui a illustré cette fitna, cette grande discorde en 656, la bataille du Chameau, opposait Ali, le quatrième calife, le quatrième remplaçant du prophète, à des compagnons et à une des épouses du prophète, Aïcha, qui, après avoir légitimé le califat de Ali, se sont soulevés contre lui. La bataille du Chameau a été décisive puisqu'elle a permis à Ali de le remporter sur ses adversaires, mais elle a scindé la communauté musulmane en plusieurs camps. On ne peut pas encore parler de sunnites, mais les partisans d'Ali vont accuser certains compagnons du prophète d'avoir trahi celui qui, d'après eux, aurait dû directement succéder au prophète après sa mort et qui avait été privé d'une succession garantie par une désignation supposée de la part du prophète d'Ali comme son successeur durant les règnes d'Abu Bakr, de Omar et de Othman qui vont se succéder donc à la tête de la communauté musulmane. Donc on ne peut pas encore parler de sunnisme et de chiisme, mais il y avait bien déjà des conceptions différentes sur la façon de désigner le successeur du prophète. Il y a de la part des partisans d'Ali une forme de légitimisme basée sur le fait que les successeurs du prophète doivent être liés à ce dernier par une filiation directe et qu'ils ne peuvent pas être désignés par un processus électif, ce qui avait été le cas pour Abu Bakr ou par une désignation explicite du prédécesseur. Et il va donc y avoir plusieurs conceptions qui vont s'affronter. Les partisans d'Ali vont, au fil du temps, reconnaître du bout des lèvres la légitimité d'Abu Bakr, ce qui ne sera pas le cas pour les deuxième et troisième califes, Omar et Othman, qui vont être accusés d'avoir favorisé un clan tribal, celui des Quraysh de la Mecque, aux dépens des véritables musulmans, et ça va être l'origine donc d'un grand schisme donc entre le parti d'Ali qui va donner naissance au chiisme et ce qu'on ne peut pas encore appeler le sunnisme qui était en maturation à l'époque.